Bonjour tous les quatre, bienvenue sur ce podcast qui s'intéresse à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche réflexive, la démarche portfolio et plus précisément l'approche par compétences. Alors avant de rentrer dans un questionnement existentiel amené par Benoît, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter très brièvement? Moi, Allez, je suis Benoît Escric, je suis enseignant-chercheur à l'ENSET, qui est une école de l'Institut national polytechnique de Toulouse. allez Mathis. Moi, du coup, je suis Mathis Rigaud, je suis élève justement à l'ENSET en troisième année en télécommunication. Allez Elias. Ok. Et donc moi c'est Elias Babouche, je suis également élève à l'N7 en dernière année en télécommunication. Pour finir tout pareil, un peu d'originalité, Simon Gournet, troisième année aussi à l'N7 en télécommunication. Et d'ailleurs, vous ne me connaissez pas, alors je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur ou conseiller pédagogique à l'université Marie-et-Louis Pasteur à Besançon. Et à mes activités perdues, je fais de l'enseignement et je m'intéresse aussi à comment l'être humain apprend dans les grandes lignes. Donc, le tour de table étant fait, tiens Benoît, est-ce que tu pourrais amener finalement la raison pour laquelle on est tous réunis, le sujet pour lequel on est tous réunis aujourd'hui. Ce qui nous amène à l'enregistrement de ce podcast aujourd'hui, c'est un peu un petit coup de mou que j'ai eu l'autre jour en travaux dirigés où je me suis retrouvé face à une classe dont je ne comprenais pas ou plus les comportements, avec finalement des étudiants qui se levaient, qui partaient, qui revenaient de la salle de TD, certains avec les casquettes, les capuches, d'autres avec les écouteurs, d'autres des étudiants qui étaient un peu absents, et puis moi qui me suis tout d'un coup trouvé désemparé parce que entre le côté strict, il faut respecter un certain nombre de codes d'usage, et puis d'un autre côté en train de me dire non mais il faut être empathique, il faut être bienveillant, et j'étais là et je me disais où est-ce que j'en suis, où est-ce qu'on va, enfin, des questions existentielles, voilà. Oui, super, super. Donc, la question, si on devait la reformuler, et j'aimerais que les étudiants réagissent, c'est comment faire? On sait, parfois, on a été formé à l'enseignement, plus ou moins, on a des connaissances, mais on observe un décalage entre ce que viennent nous dire, entre guillemets, les sciences de l'éducation et ce qu'on observe en classe. Alors, selon vous, étudiants, est-ce que le décalage culturel entre profs et étudiants pourrait générer une incompréhension telle qu'il ne soit pas possible de faire court? Parlez librement, hein, on est là pour avoir un moment d'échange. Dure question. Moi je vais commencer par prendre la parole. Je pense que ça c'est toujours possible de faire court, mais peut-être pas pareil qu'avant. Je pense qu'il faut adapter certaines choses. Surtout, il me semble que Monsieur Benoît, ce que vous avez dit, c'était que c'était les deuxièmes années, il me semble, non? Pour être sûr. C'est des premières années en TD de traitement du signal. Ok, donc c'est des premières années, c'est des 2005. Moi, j'ai remarqué ce décalage aussi avec, à partir de cette génération, en 2005, en fait, c'est la génération qui a eu ChatGPT au bac, hein. Nous, on n'a pas eu, nous, ça arrivait en prépa doucement. Eux, c'est vraiment la génération qui l'ont eu dès le bac, dès le lycée. Et j'ai vu ce décalage aussi avec ma cousine à qui je donne des cours. Je pense que c'est toujours possible. Moi, je lui donne toujours des cours actuellement. Je le faisais également l'année dernière. Mais j'ai dû adapter certaines pratiques parce que je suis d'accord que le fait qu'ils sachent utiliser l'IA, peut-être ils voient moins le besoin de venir en cours ou de faire leurs devoirs eux-mêmes. Ça change beaucoup de choses, mais je pense que ça reste possible. À nous d'adapter ça correctement. Et juste pour bien comprendre, là, monsieur Escric, ce que
votre sujet, c'était plus par rapport au comportement là, des étudiants, ou ça a aussi à voir du coup avec, par exemple, les méthodes aussi de pédagogie, notamment par l'IA. Alors, c'est intéressant ce qu'a dit Elias, parce qu'il a relié tout de suite à l'IA. Et Mm. moi, à la base, c'était sur des comportements que je vois évoluer d'année en année, quoi. C'est les retards. Ah oui, parce que je n'avais pas mentionné aussi que les étudiants, ils sont arrivés au compte-gouttes jusqu'à 8h20. Il y avait des gens qui arrivaient tranquilles. Et puis, l'usage du téléphone, l'usage de tout ça qui varie et que moi j'ai vu varier depuis 30 ans que j'enseigne. Alors je me dis, bon, il faut toujours se remettre à la page, mais c'est la question un peu du contrat, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, tous ensemble, et est-ce que la distance, voilà, c'est la distance générationnelle, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de cette distance générationnelle parce que vous avez toujours le même âge. Enfin, moi, j'ai toujours des étudiants qui ont le même âge, et il n'y a que moi qui avance dans l'âge. Donc, voilà, est-ce que finalement, par exemple, sur la question du retard, est-ce que c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas important, qui est... Pour le coup, c'est vrai que, en tout cas, de ce que j'ai vu en école d'ingénieur, je pense que se rapprochait de la fac. Par exemple, lorsque moi j'ai fait une prépa, typiquement, je sais qu'il n'y avait pas tous ces sujets-là, puisqu'on avait aussi forcément la finalité, c'était les concours. Donc, si on ne venait pas travailler, forcément, en fait, on travaillait vraiment pour nous et pour valider ces concours-là. Je trouve que une des choses, c'est qu'en école d'ingénieur, en tout cas aujourd'hui, enfin moi c'est juste mon point de vue pour le coup, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes, comment dire, la même vision, en tout cas les mêmes objectifs, dans le sens où là, nous, on va chercher à valider un diplôme pour pouvoir ensuite partir dans les domaines qui vont nous intéresser. Sauf que comme cette école est quand même, enfin, cette école et toutes les écoles en général, même la faculté, c'est quand même assez très général. On peut voir beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que les étudiants ne voient pas forcément l'intérêt de tout ce qui pourrait. Alors, pas forcément l'intérêt, pas l'importance en tout cas. Je ne sais pas si je suis très clair, mais l'importance sur les cours ou les enseignements qu'ils pourraient avoir. Et ce qui fait que on peut être amené à faire, par exemple, des petits tris. Je sais que moi, ça m'est arrivé typiquement en première année, même en deuxième année, j'étais très investi dans la vie associative. Et ce qui faisait qu'il fallait que je fasse des choix et parfois un peu des sacrifices. Et donc, j'ai été amené à faire beaucoup de sacrifices sur la partie. Je dis, c'est passé, mon année est validée, donc c'est bon, mais j'ai été amené à faire beaucoup de sacrifices sur la partie justement un peu plus scolaire. Et ce qui faisait que, par exemple, sur certains types de cours, on pouvait être amené à avoir toutes les ressources pédagogiques sur Internet, même avec typiquement, par exemple, vraiment ce que le professeur allait dire mot pour mot, ce qui faisait qu'on ne voyait pas forcément l'importance de se lever à 8 heures le matin pour aller en cours, sachant qu'on n'allait pas forcément comprendre plus avec l'apport de l'enseignant, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on pouvait être atteint. Moi, je pouvais être amené en tout cas à faire des petits choix, des petites sélections sur les cours que j'avais. Ce que vous dites, je trouve ça très intéressant. Si je devais résumer ce que vous avez dit, j'ai l'impression que dans un premier temps, en tant qu'étudiant, on a tous des raisons diverses et variées qui nous poussent à suivre une formation. On a tous des raisons particulières qui nous poussent à aimer tel ou tel cours. Ce que tu as dit, Simon, c'est que finalement, on essaie tous d'être stratégiques et on place, entre guillemets, nos priorités là où sont nos intérêts, ou là où on pense que sont nos intérêts. Ensuite, Elias, il a amené un élément qui est très important, c'est la complexité de notre environnement dans lequel on évolue. Que finalement, cette vision de l'engagement, cette envie de travailler, de ne pas travailler, va aussi dépendre des moyens que nous avons à notre disposition. Et l'exemple de ChatGPT était assez intéressant. Et enfin, ce que dit Benoît, c'est une question fondamentale qu'on va essayer de traiter aujourd'hui, c'est comment, selon vous, on construit une relation étudiant-enseignant, quelle posture, quel rôle, dans un contexte assez changeant tel que le 16 février 2026. Comment selon vous, en fait, on pourrait penser
ou repenser le rôle de l'étudiant et le rôle de l'enseignant dans un monde complexe comme le nôtre. Tiens, Mathis. Hmm. Pour le coup, je sais vraiment pas parce que je considère aujourd'hui que justement la relation prof-élève, elle existe plus trop aujourd'hui, ou dans une moindre mesure que ce qui aurait pu être avant. Euh, je dirais, en fait, déjà, moi, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'ai eu un choc. C'est qu'en école, enfin, qu'en prépa plutôt, on a des petites classes, on est entre guillemets proche des profs et on arrive à leur parler facilement. Et je trouve qu'il y a une bonne relation, un bon contact. Et ça facilite l'enseignement justement. Et en fait, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'ai eu une grosse déconnexion. Enfin, je me suis rendu compte que, comment dire, j'étais un parmi d'autres et que les profs n'en avaient entre guillemets plus trop rien à faire de nous. Ils venaient pour faire leurs cours et ils repartaient ensuite. Et c'est quelque chose qui m'avait assez choqué en école d'ingénieur et je me suis senti un peu perdu au milieu de tout ça. Et c'est là que je me suis dit que il n'y a plus de relation prof-élève et que l'enseignement, on peut le faire tout seul en fait. Le prof n'est plus indispensable parce qu'on a toutes les ressources à notre disposition aujourd'hui. Et c'est là que je rejoins Simon et Elias sur le fait que les cours, ils servent trop à grand chose pour moi aujourd'hui. Dans le sens où on peut facilement tout reprendre chez soi chez soi sur Internet, quoi. Alors, j'ai Et envie de rebondir. Je te coupe ouais, et je suis désolé. Je vais l'oublier cette question sinon. Si tu trouves qu'aujourd'hui, euh, la relation prof-élève n'a plus vraiment de sens et qu'on peut avoir tous les cours sans le prof, ce qui je pense est vrai, selon toi, quelle est la valeur du prof, la valeur ajoutée du prof dans un enseignement ou dans une relation, enfin oui, dans un enseignement, selon toi? je dirais que il peut nous apporter plus de la culture et un ancrage dans la matière, une sorte de repère, mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai du mal à le voir. J'ai du mal à voir le rôle du prof. Ok. Et les autres? Oui, vas-y, Simon. Alors, pour le coup, alors, je suis pas entièrement d'accord avec Mathis là-dessus, dans le sens où c'est vrai que moi, j'étais amené à faire certains choix, par exemple, de matière, parce que justement, je ne trouvais pas cette valeur ajoutée, on va dire, du professeur. Mais ça, je pense, c'est aussi très propre à l'enseignant en question. Là où, sur certaines matières, je sais que il y a des explications que je pourrais avoir de certains professeurs que je ne pourrais pas forcément avoir dans les manuels. Je n'ai plus trop de manuels aujourd'hui, mais je veux dire, je ne pourrais pas forcément trouver sur Internet ou même sur YouTube, parce qu'on peut partir souvent dans des sujets très, très poussés là, dans le niveau dans lequel on est. Et bien que parfois des enseignants sont très, comment dire, vont avoir des difficultés, on va dire, à expliquer à des étudiants comme moi, par exemple, qui peut peiner sur certains sujets très techniques. Mais ils ont quand même enfin, en fait, tout dépend de la personne. En fait, c'est vraiment très propre à l'enseignant. Je sais que même la façon et la méthode dont le cours va se faire. Par exemple, pour prendre un exemple très concret, bon, ça tombe sur vous, du coup, Monsieur Escrit, mais la méthode justement de cours inversé, ce qui est bien, c'est qu'on puisse chercher, nous, directement, justement, les ressources chez nous, en fait, créer notre cours et puis ensuite venir dans la salle de classe, présenter aux étudiants en face de nous et poser des questions. Et puis là, c'est un étudiant qui va pouvoir essayer de présenter un peu le cours. Donc, du coup, ce sera avec du vocabulaire plus compréhensible, on va dire plus simple. Et ensuite, on va toujours avoir l'apport du professeur pour pouvoir pousser un peu plus le sujet un peu plus loin. Par exemple, ce qui aurait pu être top, donc typiquement pour reprendre l'exemple avec Benoît, les cours de Benoît, ça aurait été de pouvoir essayer avoir un complément, typiquement de notre présentation, par l'enseignant pour essayer de pousser le sujet un peu plus loin, par exemple. Donc ça pourrait vraiment avoir une complémentarité entre l'enseignant et entre les étudiants et de pousser les sujets plus loin, travailler ensemble aussi. Je trouve que ça pourrait être intéressant plutôt que justement venir s'asseoir sur une chaise pendant 2 heures et attendre et voir des diapos défiler, quoi.
Ouais. Personnellement, je vais donner mon avis également. J'ai pas la réponse à la question, mais j'ai des pistes, hein. Déjà, je suis d'accord avec Simon. C'est-à-dire que moi non plus, je vois pas vraiment l'intérêt et ça m'arrivait de faire des tris aussi, hein, pour les profs qui lisent seulement les diapos. Donc, c'est quelque chose que je peux faire à la maison de manière très efficace maintenant, etc. Donc, sur ces profs-là, je vois pas vraiment la valeur ajoutée. Mais je suis très d'accord avec Simon sur la classe inversée, que ce soit Monsieur Benoît ou d'autres. Vu que c'est actif, en fait, c'est là où je pense qu'on a la valeur ajoutée du prof. C'est-à-dire, maintenant, en fait, bon, avec enfin, toutes les ressources, je parle pas forcément d'IA, mais toutes les ressources, tout ce qu'on peut voir, la valeur ajoutée du prof, elle n'est pas forcément technique, puisque je pense qu'on peut se faire expliquer la technique par quelqu'un d'autre. Ou, enfin, il y a beaucoup d'équations, etc. Quand c'est des maths, on peut toujours essayer de comprendre le sens un petit peu tout seul en se forçant. Mais elle est vraiment, en fait, au niveau de l'ancrage, comme disait Mathis, je pense. Et au niveau de la classe inversée, c'est bien, parce que Monsieur Benoît, enfin, par exemple, je prends son cours en exemple, hein. On a eu, par exemple, de la lecture de standard, un peu. C'est quelque chose de standard de 4G, 5G, des choses un petit peu d'ingénieur, mais que l'IA ou des choses qu'on n'aurait pas vues en ligne forcément. Donc là, c'était vraiment ancré, entre guillemets, dans le réel, dans ce qui se fait aujourd'hui, le pourquoi, etc. Donc c'est pas, en fait, moi, je trouve la valeur ajoutée pas forcément au niveau technique, mais plus au niveau ancrage, guidage, un petit peu contexte, pourquoi, un petit peu dans le sens, en fait, mais pas vraiment dans la technique, parce que je pense on peut réussir à faire dans tous les cas, mais faire sans comprendre ou sans savoir contextualiser, c'est mauvais, je trouve. Et donc, c'est au niveau de ça vraiment que je pense que la valeur ajoutée du prof se trouve. Et je pense que actuellement, il y en a pas beaucoup qui l'ont compris ou qui se sont adaptés à ça ou qui ont réfléchi. Il y en a beaucoup qui donnent des cours il y a 20 ans, 30 ans, je pense. Et malheureusement, je vois plus beaucoup l'intérêt personnellement sur les cours où c'est même des cours un petit peu interactifs où on fait du diapo et ensuite 10 minutes d'exo. Personnellement, je comprends que beaucoup se sentent dépassés, hein, puisque là, avec enfin, ChatGPT, etc., on peut envoyer le diaporama, faire des fiches de cours très rapidement, des exercices de cours très rapidement. C'est pas vraiment une valeur ajoutée aujourd'hui du prof aujourd'hui. Super. Mais merci parce que j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous définissez par effet d'ancrage? Et si je comprends bien, c'est la capacité à contextualiser, expliquer l'utilité et pourquoi on fait ce cours-là, si je comprends bien, très rapidement. Personnellement, oui. C'est pas pour Ok, les autres, mais non. Non. ok, ok. Euh, Benoît, est-ce que tu veux réagir à tout ça? C'est super précieux parce que je me rends compte que on a là en 5 minutes beaucoup plus d'informations que j'ai pu en avoir au travers d'échanges, au travers de bilans de fin d'année ou de fin de semestre. C'est très riche et c'est très authentique et très pertinent en fait. Je, et je pense que déjà, moi, quand j'étais à leur place, j'avais déjà ce discours. C'est-à-dire que c'est-à-dire de me poser la question de la plus-value, de la plus-value de l'enseignant, et que en tout cas, moi, sur ma pratique, effectivement, je, 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 je sais, je, je, je questionne beaucoup l'accès au savoir et la création de l'apprentissage. Et et je me dis, bon, bah, avant, le savoir, il était où? Le savoir, il était dans la tête de l'enseignant et dans les bouquins. Donc, finalement, dans des endroits assez pas si faciles d'accès. Soit aller à la bibliothèque, soit aller en cours. Et puis, plus ça s'est avancé, plus on est allé dans le temps, plus le savoir était partout, tout le temps, et surtout quand on veut. Quand on veut, comme on veut. Et donc, moi, ça questionne beaucoup la plus-value que je peux avoir, le fait de venir poser son arrière-train sur une chaise pour venir me voir de 8 à 10 tel jour, parce que moi, je vais parler d'un sujet d'une telle façon. Euh,
je l'ai pas fait quand j'étais étudiant, mes collègues l'ont pas fait non plus eux-mêmes quand ils étaient étudiants. Pourquoi on pleurniche parce que les étudiants le font pas aujourd'hui? Ben non. Donc je suis complètement d'accord avec ça. Après, voilà, c'est la question de comment on fait en sorte de redonner de l'intérêt. Moi, franchement, il y a un truc auquel je pensais il y a pas si longtemps. Je me disais, en fait, ce que je pourrais transmettre, si j'étais dans une logique expositive, ça serait pas des connaissances, mais ça serait comment j'ai acquis ces connaissances. Je me dis, ça, à la limite, ça pourrait être intéressant parce que, comme l'a dit Elias, à l'heure actuelle, vous allez sur tout un tas, il y a tout un tas de moyens de trouver de l'information, mais peut-être que moi, la plus-value en tant qu'expert, que les étudiants n'ont pas puisqu'ils sont novices, c'est la façon d'apprendre, quoi. Oui, ouais. Je voudrais revenir sur plusieurs choses, notamment sur ce que Simon et Mathis ont évoqué quand ils ont parlé de rapport, enfin, que la relation prof-élève est inexistante, et quand Simon a dit, bah, finalement, mon choix d'aller dans un cours, ça va beaucoup dépendre du prof. Et ce qu'on n'imagine pas toujours, en fait, c'est qu'un prof construit sa posture d'enseignement, sa façon de voir les étudiants et sa façon d'interagir avec, en fonction de son vécu. Il y a bien sûr des choses qu'il va apprendre, mais il y a bien plein de choses qui sont liées à son vécu, sa façon de voir le monde, sa façon lui-même de fonctionner. Et donc tout ça, en fait, ça donne une alchimie plus ou moins intéressante. Et en fonction de cette alchimie, vous allez être marqué par des profs positivement, et d'autres au contraire, dans votre vie, vous allez avoir l'impression que le temps s'arrête et que vous vous emmerdez. Et ce qui n'est pas forcément évident pour le prof, c'est de se rendre compte de toute la complexité de la relation prof-élève. Et encore plus, le besoin d'y consacrer du temps, de l'énergie et de l'attention pour que ça se passe bien. Parce que beaucoup de personnes dans les collègues de Benoît ont, depuis leurs premières années en tant qu'enseignant à l'université, grandi dans un paradigme selon lequel leur légitimité, c'est la détention de savoir. Et pas forcément leur capacité à le transmettre, mais uniquement cette détention. Et donc, c'est déjà en fait une certaine vision du métier. Mais vous montrez par vos réflexions que ce n'est pas ça qui, selon vous, forge en fait cette légitimité ou cette valeur ajoutée. Oui, Simon. Juste pour revenir sur ça, justement, pour moi, l'enseignant, un professeur, c'est quelqu'un justement qui va transmettre le savoir, qui va, certes, il faut qu'il en ait, parce que si on n'a pas de savoir, on ne va rien pouvoir transmettre, mais c'est quelqu'un qui va justement pouvoir être pédagogue sur ces transmissions-là pour qu'il puisse être sûr, typiquement, que les étudiants aient bien compris ce qu'il essaye de transmettre et pour que ça ait du sens, quoi. C'est vrai que là, on est sur des sujets très, très poussés, très techniques, en tout cas, nous, dans notre cursus. Donc, c'est pas trop comparable des cours au lycée, par exemple, mais moi, ça peut quand même me rappeler certains enseignants, certains professeurs que j'ai pu avoir même au collège, qui avaient vraiment une pédagogie où c'était vraiment ludique d'apprendre. C'est pas du tout les mêmes sujets, vraiment en termes de technicité, certes, mais vraiment une pédagogie où ils peuvent expliquer les choses avec des différents mots. Par exemple, quand on leur pose une question, ils répondent à la question claire, ils vont pas répondre par d'autres questions qui vont vraiment nous mettre dans un flou constant. Et donc ça, j'ai retrouvé au collège, au lycée, mais aussi ça peut arriver avec certains enseignants du coup en école d'ingénieur. Mais c'est vrai que c'est assez rare, malheureusement. Ça se compte plus sur les doigts d'une main qu'autre chose, alors que vraiment le rôle de l'enseignant, c'est quand même de faire apprendre aux élèves. Après, c'est vrai qu'ici en école, on est dans un cadre où c'est des enseignants-chercheurs. Du coup, il y a la partie enseignant et la partie chercheur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui sont là par peut-être un peu obligation, dans le sens qu'ils doivent faire 50% de recherche, 50% d'enseignement. Ce qui fait que, sans du tout dénigrer les chercheurs, loin de là,
En tout cas, moi, je me considère vraiment pas comme quelqu'un de chercheur et quelqu'un de technique ou autre. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément aussi les mêmes façons de réfléchir, pas forcément les mêmes façons de comprendre les choses, pas forcément les mêmes façons aussi de s'exprimer. Et ce qui fait qu'on peut avoir des points bloquants sur certains points de transmission, justement. Mmh. Oui. Et d'ailleurs, je pourrais juste te dire que oui, tu mets le doigt sur un point très important. Et la plupart des enseignants-chercheurs ont été formés à la recherche, mais pas à l'enseignement. Donc il y a tout un environnement complexe et qui rend la tâche d'enseignement complexe. Et pour revenir à ce que disait Benoît, c'est finalement, une fois qu'on a conscience de toute cette complexité, comment est-ce qu'on peut construire ou reconstruire cette relation? Et tu avais dit quelque chose, Benoît, en tout début, qui me semble être une piste de réflexion, c'est au lieu de construire de la connaissance, au lieu de construire seulement de la connaissance, on peut aussi construire un rapport à la connaissance. Est-ce que tu pourrais développer cette idée ou pas? C'est, en fait, ta question, elle a déclenché chez moi l'apparition de deux mots qui sont structurants pour moi dans mon rapport à l'enseignement. C'est émancipation et autonomisation. C'est-à-dire, moi, en tant qu'enseignant, je travaille à mon inutilité. Mon inutilité, c'est-à-dire apprendre aux étudiants à faire sans moi. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, peut-être que ce qui serait intéressant de transmettre, c'est pas mes connaissances, mais comment je les ai acquises. Et pour faire suite à ce qu'a dit Elias sur l'IA et le fait que ça modifie les pratiques d'enseignement et d'apprentissage, l'autre jour, j'ai lu quelque chose qui est cohérent avec tout ça. C'est un conseil pour l'utilisation de l'IA, c'est ne demandez pas à l'IA de faire les choses, mais demandez à l'IA de vous apprendre à faire les choses. Et je pense que c'est un vrai rapport différent et constructif qu'on peut avoir avec ces outils-là. Et finalement, alors, finalement, oui, ça va. Là, je suis en train de me dire, mais punaise, mais dans quelques années, vraiment, est-ce que j'aurai vraiment une plus-value par rapport à une IA super bien rodée, super bien. Je pense qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé sur le fait qu'il faut quand même rester avec des humains et rester avec des vraies personnes. Parce que certes, on vous dit l'IA, elle vous jugera jamais. Et on peut la saouler en lui posant 12 fois la même question. Elle ne va pas commencer à avoir des petits signes de lassitude. Mais en même temps, je pense que, in fine, le rapport humain, c'est quelque chose qui je ne sais pas si on en a besoin. J'espère qu'on en a besoin, sinon on va tous être au chômage. Qu'est-ce qu'en pensent les étudiants là, de cette 3D de l'humain? Vas-y, Elias. Oui, avant de répondre, je voulais juste rebondir sur un élément que vous avez dit, MonsieurEskrig. Donc, comme vous avez dit, voilà, j'avais parlé de l'IA, mais il y a également autre chose, je pense, qui est important. Moi, je l'ai vu avec ma petite cousine, hein, qui est là, elle est au lycée, elle est en première. C'est vraiment au niveau des réseaux sociaux. En fait, je pense que vous vous êtes rendu compte, tout ce qui est. Ça arrivé, ça fait quelques années, hein, à cause de TikTok, du scrolling, etc. Il y a vraiment, je trouve, moi, je le remarque assez fortement, une baisse du temps d'attention quand même des jeunes. Je pense que si moi qui suis, voilà, je me considère quand même comme jeune, hein, qui le remarque assez fortement, je pense que vous, ça doit être assez choquant, hein. Je pense que vous l'avez vu. Et d'ailleurs, j'avais lu une info, enfin, un fun fact un petit peu sur ça, c'est qu'aux États-Unis, ils réduisent la durée des films moyenne pour justement que ça rentre dans le temps d'attention parce qu'ils considèrent que les gens ont même plus assez de temps d'attention pour regarder un film, quoi. Donc, voilà, je voulais souligner ça aussi. Donc, il y a l'IA, mais il y a les réseaux sociaux aussi. Et en fait, les deux liés font gagner beaucoup de temps, mais ça a des impacts aussi
sur les comportements qui sont majeurs, qui sont durables, surtout au niveau du temps d'attention. Et pour répondre à votre question, voilà, c'est assez compliqué de répondre, mais pour donner mon avis rapidement en quelques mots, je pense que le rapport humain reste essentiel et même si c'est une machine qui me parle et qui est plus efficace ou quoi, je pense que quand même le rapport humain et la discussion humaine a des avantages qu'on ne pourra pas reproduire artificiellement et, euh, et que voilà, ça reste un plus. Au niveau scientifique, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, moi, j'ai une distinction claire pour résumer entre quand je parle à un humain et quand je parle à une machine ou que je suis tout seul sur Internet. Donc, je pense que ça doit rester central. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais pour moi, ça reste clé. C'est un point important. Mathis. Moi, je suis complètement d'accord avec Benoît et Cédric justement sur le fait que les profs aujourd'hui devraient plutôt s'intéresser à comment on transmet la connaissance, enfin, à apprendre comment avoir de la connaissance plutôt qu'à essayer de la transmettre. Justement parce que, enfin, je reviens sur mon avis précédent, je trouve que les cours où on est passif à écouter et juste à essayer d'apprendre, aujourd'hui, ça va proscrire parce que euh, ça rejoint, je trouve, ce qu'a dit Elias sur la concentration. On n'a plus assez de concentration aujourd'hui pour rester comme ça 1h45 à juste écouter quelqu'un. Moi, je me rends compte aujourd'hui, en quelques années, j'ai perdu peut-être la moitié de mes capacités de concentration que j'essaie désespérément de récupérer. Mais, euh, mais je pense que ces cours-là où on est passif à juste écouter, ils n'ont plus leur place aujourd'hui. Et des cours, on est plutôt actif et on essaie vraiment, justement, comme disait Benoît, d'essayer de s'émanciper. C'est plus intéressant et ça nous ancre plus dans le cours. Et à ce niveau-là, le rapport humain qu'il peut y avoir dans la relation prof-enseignant est très intéressant parce que j'aurais tendance à dire qu'un humain, il va être plus rassurant et on va se sentir plus guidé et, euh, et, et un humain aura également plus de capacité à s'adapter par rapport à une IA, quoi. Si on utilise une IA, j'ai souvent tendance à avoir l'impression qu'on tourne en rond alors qu'un humain, il va pouvoir mieux comprendre notre demande, justement. Oui, vas-y Simon. Alors, tu as coupé ton micro, il faudrait que tu le réactives. Ouais, pardon. Non, je disais que j'étais entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Par contre, justement, sur la partie un peu plus s'adapter aux autres, là où je trouve vraiment puissant l'IA, c'est que justement, on peut lui demander de réexpliquer des concepts super compliqués de façon super simple, avec même en faisant des analogies ou autre, ce qui fait que ça, en termes de compréhension de sujet, c'est vraiment super, super utile, quoi. Et ce qui va permettre aussi, du coup, de personnaliser un peu plus, typiquement, les approches. Typiquement, s'il y a un cours avec 100 étudiants et un enseignant pour s'adapter à 100 étudiants, ça va être compliqué. Là où une IA pourrait s'adapter à chaque étudiant en question, quoi. Par contre, oui, ce qu'on perd, c'est le lien social. Forcément, parler avec une IA, comme ce qu'il disait tout à l'heure Elias, c'est pas pareil que de parler avec un humain. Bien qu'il y en a maintenant, plutôt dans les jeunes, là, qu'on a pu voir des gens qui se sont suicidés après les discussions avec des IA ou autres, qui sont tombés amoureux d'IA ou autres. C'est assez bizarre, mais je pense que ça, c'est quand même aussi très comment dire, générationnel, du fait que ils sont vraiment, pour le coup, nés, grandis vraiment avec ces choses-là. Quelqu'un qui peut se sentir seul, par exemple, il n'a pas forcément des gens à qui envoyer des messages, il ne peut pas discuter avec l'IA et donc créer du lien aussi, comme ça, une personne isolée, typiquement, peut se créer du lien avec des IA ou autres. Il y a aussi, du coup, là, des sujets un peu plus toujours des sujets sociaux, et s'assurer que tout le monde aussi puisse se sentir bien et là-dessus, quoi. Mais bon, je me perds un peu, mais en tout cas, c'était pour revenir sur le côté adaptatif de l'IA que je trouve important et qui est exploitable entièrement. Et là, dans le futur, l'IA, ça va super vite, en fait. En tout cas, les images conversationnelles, ça avance super vite et elles sont toujours de plus en plus efficaces. Et donc, je pense qu'on va potentiellement arriver à un stade où, surtout si on passe à l'IA générale, bon, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais où là, pour le coup, je ne sais pas quelle plus-value pourrait avoir un enseignant sur ça, quoi. Et bon, et après, c'est pas propre qu'à l'enseignement, c'est propre à beaucoup de métiers autres.
Mais j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Alors, je vais commencer par la fin cette fois, sur ce que tu viens de dire, Simon. Parce que l'IA puisse aider et être un soutien, est-ce que le problème, c'est l'IA ou plutôt le fait qu'un jeune puisse aujourd'hui être en situation d'isolement? Est-ce que finalement, l'IA, c'est pas juste l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que le- l'IA n'est pas génératrice de cette situation d'isolement, mais par contre, elle permet de mettre le doigt dessus? Et ça, c'était la première remarque que je me faisais. Et la deuxième, c'était justement sur ce qu'avaient dit Mathis et Elias sur le temps d'attention. Je me pose souvent la question, c'est est-ce qu'il a vraiment chuté quand on voit, et là je reprends les propos d'un psychologue qui avait dit ça dans un podcast, mais on a des jeunes qui peuvent rester 3, 4, 5 heures sur les réseaux justement à scroller, donc ils ont leur attention, ils sont dedans, et c'est ça qu'elle... Et là je me suis dit, tiens, c'est vrai, et ça me permet de connecter avec ce que disait Mathis. Si finalement tu avais du mal à rentrer dans un cours, est-ce que c'est vraiment lié au fait que tu pas l'attention ou juste que tu te faisais trop chier pour mobiliser des ressources attentionnelles? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que finalement tu n'avais pas suffisamment de, comment dire, de raisons pour consacrer ton attention, ou est-ce que c'est parce que tu n'en avais pas du tout? Ça, c'est une question que je me pose. Oui, Simon. Bah, pour le coup, par exemple, si on passe 2 ou 3 heures sur les réseaux sociaux, alors on va pas être concentré pendant 2 3 heures. C'est-à-dire que le fait de scroller, c'est voir des nouveaux sujets toutes les 10 15 20 30 secondes, ce qui fait qu'on va être concentré ces 10 15 20 30 secondes sur ce sujet-là, puis on va changer de sujet. Et donc forcément, ce qui fait qu'on va se concentrer vraiment enfin se concentrer, en tout cas être un peu, oui, focus sur une vidéo explicative. Mais je sais que par exemple, moi aujourd'hui, et je sais que je suis pas du tout le seul quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux notamment, parfois lorsqu'il y a des vidéos qui peuvent durer 1 2 minutes, qui expliquent des sujets, je sais pas, que ce soit culturel ou autre, ça m'arrive de mettre la vidéo en x2, par exemple. Je sais que c'est super mauvais pour justement retenir ou autre, mais ça gagne beaucoup de temps. Et quand une personne parle lentement ou autre, mettre le x2, ça permet de traiter plus d'informations plus rapidement. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de sujets sur la mémoire, c'est vraiment pas bon pour le coup. Mais comme c'est pas forcément des. C'est plus sur, on va dire, de la culture générale ou autre, bah, je me permets de le faire, quoi. Je sais pas, Elias, Ouais, je voulais commenter ce que tu as dit là quand tu parlais du fait que 2 heures de scrolling, c'était pas vraiment 2 heures d'attention. Je suis un peu d'accord, hein. Moi, ça m'est arrivé aussi de passer beaucoup de temps, que ce soit sur les écrans ou même sur TikTok, hein, que j'ai désinstallé depuis, hein, parce que j'étais totalement accro. Mais pour moi, en tout cas, 4 heures de scrolling, c'était pas vraiment 4 heures d'attention. En fait, c'est 4 heures où enfin, il y a un contenu, puis un autre contenu. En fait, les 4 heures, je voyais ça comme, au lieu de vraiment 4 heures de concentration, c'était une juxtaposition de 2 minutes d'attention qu'ils essaient un petit peu de te gratter à chaque fois en te mettant un contenu qui te plaît. Mais il y a des moments où ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, où je scrollais sur TikTok et je me réveille, entre guillemets, au bout d'un moment, je me dis, mais là, ça fait 1 heure que je suis dessus et j'ai rien retenu, rien compris. Et en fait, c'est de l'attention, mais fantôme entre guillemets automatique. C'est pas vrai, c'est pas de l'attention active comme à l'école quand un sujet peut te passionner ou quand tu es très intéressé. Donc moi je classe pas cette attention comme vraiment de la vraie attention. Et pour répondre à la question, je pense aussi comme Mathis que ouais, l'attention elle a baissé. Je parlais des générations d'après de ma petite cousine, mais nous aussi hein, ça a commencé déjà à nous toucher. Moi je me suis rendu compte aussi que mon attention a baissé. On- je pense qu'on demande de nouvelles choses aussi aux enseignants, en fait. Mais en fait, c'est un petit peu un mix de ce que vous avez dit quand c'est aussi plus dur de la mobiliser qu'on peut. Ça m'est arrivé aussi d'avoir autant d'attention qu'en prépa. Il y a des fois où je me suis surpris à travailler 6 7 8 heures alors que c'était pas arrivé depuis la prépa. Donc je me dis, ah, en fait, c'est toujours là. Mais c'est aussi plus dur à mobiliser, quoi. Il a fallu réunir pas mal de conditions, c'est-à-dire le sujet m'intéressait. Il y avait, enfin, il y avait examen, donc il y avait une pression, un sujet qui m'intéresse. Enfin, il y a plus de conditions à réunir où avant je pouvais mobiliser cette attention plus facilement. Maintenant, c'est plus compliqué, ouais. Donc voilà, c'était pour répondre rapidement, c'est un peu un mix de ce que vous deux vous avez dit et au niveau de l'attention, personnellement, je pense pas que c'est de la vraie attention, cette attention du scrolling. Ok, Mathis. suis plutôt d'accord aussi sur le fait que
les réseaux, c'est pas vraiment de la vraie attention. Justement parce qu'ils ont aujourd'hui des mécanismes qui font qu'on va rester sur l'application pendant 2 heures. Parce qu'il y a des mécanismes de récompense, il y a le fait qu'on est captivé, ainsi de suite, par plein de petites vidéos comme ça. Et, et ça, on les a pas en cours, en fait, je trouve. Aujourd'hui, on a peu de ces mécanismes-là qui nous forcent à rester, à avoir de la satisfaction, à rester en cours et même à travailler. Euh, Parce que les réseaux nous ont appris à avoir des récompenses faciles, alors que dans le travail, il faut peut-être passer une matinée, une journée entière ou peut-être une semaine entière pour essayer de comprendre un sujet, arriver au bout d'un projet et ressentir justement la satisfaction qui nous pousse à retourner à travailler ensuite sur tel ou tel sujet. Hmm. Ce qui, ce qui est bien, c'est que tu amènes peut-être la toute dernière question, vu que le temps passe. Qu'est-ce qui donnerait ou redonnerait envie d'aller en cours? Et je pense qu'on pourrait poser la question autant au prof qu'à l'étudiant. Moi, Euh, j'ai noté un mot là. Je me suis rendu compte que à certains moments, je suis tellement conscient du besoin d'attention et du besoin de changement que parfois j'ai presque intégré ça dans ma pratique professionnelle. Et je suis dans cette espèce de recherche de dynamisme, de pas faire des activités trop longues. Et finalement, je quitte un peu les rives enfin, je quitte un peu l'idée selon laquelle il y a des savoirs qui se créent et qui se forgent et qui s'acquièrent avec la durée, avec un traitement profond de l'information, avec un traitement ardu. Et c'est ça aussi qui participe au fait de sortir de sa zone de confort et de pouvoir de pouvoir progresser, quoi. Parce que si on fait que des choses faciles, rapides, ben finalement, les apprentissages, ils sont un peu superficiels. Et peut-être, et du coup, en cheminant comme ça, je reviens sur la zone proximale de développement, c'est-à-dire le fait de dire à quel moment un enseignant il est utile. Il est utile quand il permet aux étudiants de sortir de leur zone de confort, pas aller dans leur zone de danger où là, même si on les aidait, ils ne pourraient pas faire. Mais en tout cas, c'est vrai que s'ils peuvent faire sans nous, ben, c'est pas la peine qu'on le fasse. Par contre, si on se met juste dans cette zone-là où tout seul, ils ne pourraient pas le faire, mais avec notre aide, ils peuvent faire quelque chose, là, on tape dans un truc qui pourrait être pas mal. Alors, c'est un truc qui n'est pas récent, hein, c'est quand même un concept qui date d'une centaine d'années, mais, mais c'est peut-être à creuser. En tout cas, je le soumets à Mathis, Simon et Elias. En tout cas, ça me semble facile à dire, mais plus difficile à faire quand on a 20, 30, 40, 50 ou 60 personnes en face de nous. Et ça me permet de dire aussi quelque chose, c'est que en fait, l'enjeu, le défi aussi, c'est d'avoir de la diversité d'approches pédagogiques, quoi. C'est-à-dire que si tout le monde était en mode projet, les étudiants, ils nous diraient, mais stop, parce qu'on dit, ouais, les cours, ça peut saouler, c'est un peu rébarbatif, tout ça, mais imaginez qu'on soit que en projet. Ça s'est fait à l'Université catholique de Louvain dans la filière ingénierie. Les étudiants, ils en avaient plus que marre, quoi, d'être en mode projet H24 parce que ça demande vachement de ressources, quoi. Donc c'est vrai que la diversité des méthodes, c'est aussi ce qui peut faire que voilà, certains vont rester très expositifs, très transmissifs, d'autres seront en pédagogie plus active, et peut-être que voilà, tout le monde pourra y trouver du sens ou de l'intérêt. Ouais, parce que là, dans la diversité des méthodes que tu mentionnes,
il y a quand même ce point, c'est une diversité qui doit prendre en compte les ressources effectives des étudiants. C'est-à-dire que là, avec l'exemple que tu donnes, tu demandes presque à des étudiants qui ont plus d'essence de faire un Paris-Marseille. Ça, c'est très compliqué. Simon, vas-y. C'est juste pour rebondir sur la diversité là, lorsqu'on parlait avec Elias aussi des cours inversés, c'est vrai que si on a demain que des cours inversés, ce serait pas possible dans l'emploi du temps de gérer la chose, quoi. J'ai pas de solution, mais voilà, c'est juste pour revenir sur ça. Et, et si en fait il devait y avoir beaucoup plus de projets ou de classes inversées, ça voudrait dire comment dire, une redéfinition collective de ce que les profs attendent de la formation et de ce qui sont en de ce qu'ils peuvent attendre raisonnablement des étudiants. Parce que finalement, on se lève tous chaque jour avec du temps, de l'attention et de l'énergie de manière limitée. Et que là où on vous met dans le mal, c'est quand on vous demande plus que ce que vous avez. Et c'est pour ça que peut-être que en fait, des projets partout, ce serait possible, mais à partir du moment où ces projets, on vous explique à quoi ça sert, qu'on vous accompagne et qu'on vous laisse un temps raisonnable à la fois pour construire la connaissance, mais aussi construire d'autres choses. Et c'est pour ça en fait qu'il y a toutes ces variables devraient être discutées en équipe pédagogique de manière constructive. Et ça, c'est pas évident. Peut-être si tu voulais dire quelque chose, Elias? Euh, non, du tout. Mais bon, du coup, je vais quand même parler. Sur ce point, ouais, je suis d'accord avec vous, hein, on voit un petit peu, déjà très d'accord avec Simon, on a parlé voilà, de classe inversée, etc. Mais si tout le monde le faisait ou si tout le monde disait, ah, mais super, c'est la solution, on va faire ça, en fait, ça marcherait pas, en fait, parce que comme enfin, on a de l'énergie limitée, etc. Donc, faut pas non plus surmobiliser. Mais enfin, en fait, c'est complexe. En fait, je pense que c'est assez facile de se rendre compte un petit peu de ce qui va pas du côté des étudiants, peut-être qui demandent, comme on l'a dit, ils ont moins de temps d'attention, peut-être quelque chose de plus construit. Moi aussi, ce qui a posé problème aussi, c'était la recherche de sens. Je sais qu'il y avait beaucoup de cours où je comprenais pas le sens, en fait, où le professeur expliquait bien, hein, que ce soit ses expressions, ce qui se passe, mais il n'y avait pas vraiment de sens derrière, je voyais pas pourquoi, comment, etc. Donc, il y avait également cette recherche de sens. Mais maintenant on a tous les éléments, je pense qu'on peut cartographier voilà, les éléments. C'est pas compliqué que ce soit. Je pense qu'on a bien réussi à le faire, hein, pour les éléments principaux. Ce qui est dur après, c'est la prise d'action et ça, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense que l'important, c'est que ce soit une décision. Je pense que c'est trop peu fait, mais Monsieur Benoît, je sais qu'il essaie de le faire, mais de prendre les décisions avec les étudiants, peut-être plus les concerter, etc. Parce que là, actuellement, il y a c'est le cas dans toutes les universités ou écoles, toutes les décisions pédagogiques, un petit peu, on demande pas trop ou peu souvent l'avis aux étudiants. Et je trouve que c'est pas pertinent et que on pourrait gagner à plus leur demander leur avis, puisque bah, c'est eux qui subissent. Il y a les professeurs également qui doivent adapter leurs cours, mais c'est les étudiants aussi la finalité de ça. Et donc, je pense que, voilà, je sais pas quoi faire actuellement, c'est quelque chose de très difficile, mais je pense que ça doit être fait. Prof et élève main dans la main en cohésion, et qu'il faudra voilà, vraiment trouver une solution sur ça, mais il n'y a ni un côté ni l'autre qui peut la trouver tout seul, quoi. Je pense, en tout cas. Hmm. Ouais. Ouais, cette relation, elle doit être construite collectivement parce que une partie ne peut pas la porter toute seule. Et ce qui est pas toujours évident, c'est que je pense que vous êtes très bien placé pour savoir que ce que fait Benoît, bah, peut-être que tous ses collègues ne le font pas, et peut-être que en fait la sensibilité que Benoît a vis-à-vis de cette relation avec vous, d'autres collègues ne l'ont pas non plus. Et donc, ce qui est difficile pour nous quand on est prof, il y a ça aussi, c'est qu'on est dans un environnement presque un peu fermé et hostile à tout ça. Parce qu'il faut bousculer des codes, parce qu'il faut bousculer des traditions, parce qu'il faut aussi en fait explorer de nouvelles manières de faire. Et sauf que ces nouvelles manières de faire, elles vont nous coûter à nous, enseignants, elles vont nous coûter de l'énergie, du temps, et aussi de l'incertitude et de la crainte en fait. Il y a aussi une crainte.
parce ça peut paraître étrange comme ça, mais faire face à 50, 100 ou 200 étudiants, ça reste intimidant. Je vois que je vais vous laisser. J'ai l'habitude de laisser toute personne présente, tous les invités conclure, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, mais sinon je vous laisse le mot de la fin. Donc, allez, vous avez carte blanche. Hmm. Hmm. Ce long silence. Une phrase pour moi, peut-être. Ça reprend aussi un peu ce qu'Elias disait, mais pour essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes-là, à travailler ensemble, il faut effectivement qu'on puisse tous travailler ensemble, étudiants et enseignants, tout simplement. Et que ça va pas être un sujet facile, surtout à faire la transition de la pédagogie actuelle vers une autre nouvelle pédagogie. Mais il faudrait le faire petit à petit, certes, mais ce serait bien de le faire en travaillant ensemble. Et puis bon courage à ceux qui vont faire ça, mais parce que ça va pas être facile, quoi. Ouais. Merci. Et d'un côté, c'est aussi pour ça qu'on est là, en fait. C'est aussi pour ça qu'on essaie de partager ensemble cette réflexion. Moi, pour Moi, le mot de la fin. Ah oui. Allez-y, monsieur Spiga. Non, allez-y. Non, j'allais dire pour le mot de la fin, c'était pour vous remercier vous deux, parce que en fait, comme vous l'avez dit, il y a pas beaucoup de profs qui font cette démarche. Déjà, il y en a pas beaucoup, je trouve, surtout dans le supérieur, comme ça fait un long moment qu'ils sont là, qui remettent en question peut-être leur pratique ou leur méthode. Et dans ceux qui remettent en question, il y en a pas beaucoup qui sont prêts à les changer. Donc voilà, je vous remercie de nous laisser la parole, que ce soit vous ou Monsieur Escrig, parce que je suis d'accord avec Simon, je pense que la transition sera dure, pas facile, mais elle est nécessaire. Donc voilà, très content. Enfin, ça fait plaisir de voir des profs qui en sont conscients et qui laissent la parole, puisque comme vous le savez, faudra le faire tous ensemble. Et malheureusement, je pense que c'est pas encore le cas de tous les professeurs. Il n'y en a pas encore beaucoup qui se sont rendus compte de ces aspects-là. On fait ce qu'on peut pour sensibiliser. T'allais dire quelque chose, Benoît? Oui, sur la question de la plus-value, de l'enseignant, surtout, c'est la relation, ça re-questionne la relation de l'expert par rapport au novice et de se dire c'est quoi cette nouvelle relation, et il y a deux punchlines qui me viennent à l'esprit, hein. La première, c'est l'expert explicite l'implicite. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut aider les novices. C'est-à-dire, l'expert, il a intégré tout un tas de choses de par son expérience, de par son apprentissage. Et peut-être que c'est ce qu'il a à donner aux novices, c'est tout ce qu'il a intégré et tout ce qu'il a finalement automatisé, parce que c'est peut-être ce qui est important dans le développement de l'expertise. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pas transmettre du savoir, mais transmettre comment on l'a acquis. Et un autre truc aussi pour essayer de justifier justifier notre vie, comme si c'était super important. C'était une autre punchline, mais c'est une citation de Voltaire qui dit on ne peut désirer ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, et je l'utilise souvent cette phrase-là, parce que effectivement, je me dis qu'un novice, si on le laisse seul dans l'acquisition de connaissances, peut-être que il ou elle aura pas le réflexe d'aller sur telle piste ou telle autre, et que finalement, l'expert ou l'experte ayant parcouru le chemin déjà, c'est peut-être optimiser, c'est peut-être aller plus vite d'un point A à un point B, c'est peut-être plus vite monter en compétence sur des sujets, peut-être que parce que finalement les étudiants n'auront pas la présence d'esprit de poser des questions sur un certain nombre de sujets, parce que par définition ils sont novices sur cet aspect-là.
C'est l'état dans lequel je me trouve pour rendre compte de la situation. Merci Benoît. Mathis, tu veux dire quelque chose? Je dirais que pour un peu tout résumer, aujourd'hui le monde il a beaucoup changé et les cultures aussi, qu'elles soient enseignantes ou étudiantes. Et donc je pense que le rapport à l'enseignant et le rapport à l'étudiant, ils doivent changer aussi en conséquence. Et ce sera pas facile, mais c'est nécessaire. Et surtout, je me dis aussi que ce qui va être compliqué, c'est pas tant de trouver les méthodes et de trouver une manière de refaire ce rapport que l'acceptation de ce changement, que ce soit par les profs ou par les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que chaque pan, entre guillemets, c'est un peu borné dans son propre formalisme et sa propre culture et sa propre mentalité. Et ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de freins à cette acceptation du changement. Ouais, merci à tous les quatre. C'était un plaisir de vous avoir.